C'est officiel, le chapitre 1120 confirme l'introduction d'un nouveau Di au sein de cette lignée de démons. À travers un flashback, Vegapunk dévoile le nom de ce personnage mystérieux, qui n'est nul autre que Clover, le grand archéologue d'Ohara. On découvre ainsi son nom complet, Cleom Di Clover. Une révélation fracassante qui vient confirmer une de mes théories dévoilées il y a maintenant plus de 4 ans, celle sur le jeu de cartes caché d'Oda et dont les Di formeraient les as de ce jeu. Alors c'était pas prévu que je fasse une review de ce chapitre car j'avais promis de me reposer, mais je pouvais pas passer à côté d'une telle révélation. C'est pourquoi, exceptionnellement, cette vidéo ne sera pas une review mais bien une théorie dédiée aux Di et ainsi mettre à jour et compléter le tableau des cartes. On va donc analyser le nom de Clover, sa signification, mais surtout l'importance de cette nouvelle famille de Di qui offre un indice supplémentaire à une possible 4e arme antique. Alors accrochez-vous bien car avec cette révélation, Oda abat ses cartes et annonce que le jeu touche bientôt à sa fin. Mais avant de faire tapis et pour célébrer la confirmation de cette théorie, je vous invite à exploser les likes, partager au maximum mes vidéos, s'abonner et bien sûr laisser le petit cœur en commentaire qui fait toujours mon bonheur. Je vous remercie sincèrement et à présent, explorons le passé de cet archéologue dont le nom a fait trembler le monde. Après avoir révélé que les Néfertari faisaient partie de la lignée des Di, voici qu'aujourd'hui le plus célèbre des archéologues, fondateur d'un immense sanctuaire de savoir sur les terres d'Ohara, est lui aussi un membre de ce clan maudit. On comprend alors d'autant plus ses motivations à vouloir faire la lumière sur cette guerre qui opposa 20 rois à un seul royaume et qui entraîna la disparition d'un siècle entier d'histoire. Cet homme qui a parcouru les mers en quête de vérité a finalement péri en tentant de lever le voile sur ce savoir interdit. Le gouvernement ignorait pourtant la lignée à laquelle Clover appartenait, puisqu'on découvre que ce dernier a caché son nom après avoir été témoin de l'assassinat de son frère. Ainsi, son véritable nom était Cleom Di Clover. Un nom qui nous vient tout droit du folklore irlandais et qui désigne l'épée de Nuada. Aussi appelée l'épée de lumière, cet artefact mythique présent dans de nombreux contes est réputé pour ne jamais manquer sa cible, pour trancher n'importe quel ennemi et pour rendre Nuada invincible au combat. Il symbolise ainsi la justice et le pouvoir. Mais la partie la plus intéressante de Smith est que cette épée était l'un des 4 trésors des Tuatha Dé Danann. Pour ceux qui ont été bercés par le son des années 90, vous devez connaître ce nom grâce au groupe Mano qui l'ont renommé la tribu d'Anna. Cette dite tribu du coup se composait de 4 dieux principaux, chacun détenteur d'un des 4 trésors. L'épée de Nuada, associée donc au nom de Clover, le chaudron de Dagda, la pierre du destin de Fall et enfin la lance de Lugh. Et on va s'arrêter un court instant sur ce dernier dieu car fruit du hasard, c'est justement lui dont je vous parlais dans la review du chapitre 1112 sur le live de Goji, où je vous expliquais que ce dieu avait toutes les caractéristiques de Nika et plus particulièrement sa lance. Et du coup, ce qui est intéressant chez les Celtes, c'est que le dieu du soleil, c'est le dieu Lugh, L-U-G-H. Et comme j'avais fait ma théorie il y a 6 ans sur les dieux solaires, j'avais dit, par exemple, le scarabée, c'est quelque chose qui est associé à l'Égypte, et du coup, chaque pays avait un dieu différent qui avait un autre nom. L'Égypte, c'est Ra, Amaterasu, c'est au Japon, tu vois, etc., etc. Et là, du coup, ça se lie totalement au dieu Lugh. Il a une lance, exactement comme Nika. Cette lance, elle avait la capacité de percer n'importe quelle armure et garantir la victoire à son porteur. Et Lugh, justement, il était beaucoup associé à la victoire. Ouais. Et ça me faisait penser surtout à Nika. Et à la victoire et à la justice. Il était associé aux deux. Ce qui me faisait penser beaucoup à Nika, du coup, par la même occasion. Et puis surtout, ce qui m'a étonné, c'est son histoire à la naissance, qui est exactement celle de Ace, par contre. Ah ouais. En clair, il devait être assassiné, avait ordonné que tous les enfants nés de sa fille soient tués à la naissance. Cependant, Lugh fut épargné et élevé en secret. Exactement comme Ace. Ah oui, totalement, ouais. Aujourd'hui, le fait que Clover soit un Di lié à l'un de ses 4 trésors et que la lance de Lugh semble connectée à celle de Nika me laisse penser qu'il est tout à fait envisageable que 2 autres Di soient associés aux 2 reliques restantes, le chaudron et la pierre. Étant donné que Nika, dans ses représentations anciennes et dépeint portant à la fois une lance et une épée, il est possible que ces 4 trésors symbolisent les artefacts du dieu soleil d'il y a 900 ans et par extension Joy Boy. Reste donc à trouver le chaudron et la pierre.
Le chaudron de Dagda est une réserve inépuisable de nourriture, symbole d'abondance. Dans la légende arthurienne, on le compare au Graal. Quand on connaît l'appétit insatiable de Luffy, on peut se dire que ce trésor serait parfait. Mais surtout, la nourriture lui confère une énergie exceptionnelle. Dès lors où Luffy est épuisé, même en Gear 5, manger lui permet de retrouver toutes ses capacités. Imaginez alors si Nika était détenteur de ce chaudron magique, son énergie serait alors illimitée. Enfin, le dernier artefact concerne la pierre de Fall. Elle symbolise le pouvoir légitime et la souveraineté. D'après la légende, si un homme digne de la royauté suprême s'assoit dessus, la pierre crie. Le roc commence à chanter au moment où celui qui est digne d'être roi s'y assit. Dans One Piece, ça semble correspondre au trône vacant, tandis que la voix émise par la pierre rappelle la voix de toute chose. Peut-être se cache-t-il un secret derrière ce trône, et se pourrait-il qu'il s'agisse du fameux trésor de Marie-Joise dont parlait Doflamingo. C'est une possibilité à ne pas exclure et qui permettrait d'associer ces 4 trésors à Joy Boy et par extension au dieu du soleil Nika. D'autant que, comme on l'a appris récemment, Nika est issue des fables d'Elbaf, cette terre inspirée de la mythologie nordique et étroitement liée à la mythologie celtique. Ainsi, comme on le voit, et une fois de plus, Oda s'est fortement inspiré des légendes de notre monde pour créer cette nouvelle lignée de Dee dont fait partie Clover. Il a habilement entrelacé le folklore irlandais et respecté parfaitement la thématique celtique qui entoure notre archéologue. Le trèfle est l'emblème irlandais par excellence, tandis qu'Ohara est le nom d'une famille irlandaise qui faisait partie de la race de Lugh, ce dieu solaire que je comparais juste avant à Nika. Les Dee semblent ainsi étroitement liés par le destin, ce qui nous ramène à ma théorie précédente sur le rôle des Dee et le jeu de cartes caché d'Oda réparti à travers cette lignée. Il y a 4 ans, j'ai donc découvert un mystérieux secret. Parmi tous les porteurs de cette lettre, seuls 4 d'entre eux dissimulaient le véritable jeu de cartes. Ainsi, les as de ce jeu étaient en réalité incarnés par les Dee. On va donc aujourd'hui mettre à jour cette théorie avec toutes les nouvelles informations obtenues depuis ces 4 dernières années. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette vidéo ou qui ne s'en souviennent pas, c'est l'occasion parfaite de découvrir ou redécouvrir cette théorie. Je vais tenter de faire un bref récapitulatif de ces différentes vidéos sans trop rentrer dans les détails et vous présenter ça sous forme de tableau pour comprendre plus facilement cette théorie. Donc c'est parti. Un jeu de cartes traditionnel se compose de 4 couleurs, le pique, le carreau, le cœur et le trèfle. Parmi les 9 familles de Dee que nous connaissons, 4 d'entre elles portent l'un de ces symboles. Le rôle de l'as de pique est ainsi attribué à Portegas dit Ace. Son prénom Ace signifie littéralement as, tandis que son équipage, les Spads, se réfère au pique à travers leur Jolly Roger. Le second, l'as de carreau, est directement lié à Monkey D. Dragon, grâce à son tatouage marqué par symbole. Enfin, l'as de cœur revient naturellement à Trafalgar dit Waterloo, symbolisé par son équipage les Hurts, et son tatouage en forme de cœur sur sa poitrine, en hommage à son mentor Corazon, qui signifie cœur en espagnol. Parmi ces 3 Dee, j'ai également remarqué que chacun était né sur l'une des 4 mers. Ace pour South Blue, Dragon pour East Blue, et enfin Law pour North Blue. Ce tableau était donc très logique. Si nous avions le pique, carreau et cœur incarnant chacun une des 4 mers, il paraissait évident qu'il ne restait plus que l'as de trèfle dont le Dee serait natif de West Blue. Et je dois dire que cette carte n'a pas été facile à trouver, bien qu'elle paraissait évidente. C'est pourquoi j'avais fait un live spécial abonné pour prendre en compte vos idées et décider de qui serait cet as de trèfle. Clover a été naturellement choisi en premier lieu, puisque son nom signifiait trèfle, il portait ce symbole comme coiffure et venait de West Blue. Mais un problème persistait. Quand on observe ce tableau, chacun de ces Dee ont un point commun. En plus de cette lettre, ils partagent tous un lien précieux avec Luffy. Ace est son frère, Dragon est son père et Law est son allié. En revanche, Clover n'a aucun lien direct avec Luffy. C'est pourquoi, bien que Clover incarne le parfait dit trèfle, j'ai préféré le retirer du tableau des cartes et lui préférer le second personnage que vous avez grandement soutenu, celui de Shanks. Pourtant, Oda confirme bel et bien avec ce chapitre que Clover est un Dee. Mais est-ce bien lui l'as de trèfle dans ce tableau? J'admets que ça me pose toujours le même problème. Pourquoi les autres Dee de cette liste sont liés à Luffy et non Clover? Ce tableau est simple et logique. C'est pourquoi il n'y avait pour moi aucun doute qu'un dit trèfle existait. Aujourd'hui, Clover en est la preuve et correspond en tout point à cet as de trèfle, à une exception, son lien avec Luffy. Il y a donc forcément une explication et c'est pourquoi j'ai envisagé 2 hypothèses pour faire de Clover l'as de trèfle. La première, Clover est lié à Luffy
par son enfance. Dragon et Clover étaient amis par le passé. On ignore cependant quand et comment ils sont rencontrés. Mais la mort de notre archéologue a été l'élément déclencheur pour faire naître l'envie chez Dragon de prendre les armes. Si jusque-là il était pacifiste, tout comme Vegapunk, le Buster Call d'Ohara a conduit le leader de l'armée de la liberté à transformer ce mouvement en armée des révolutionnaires. Or, Vegapunk dit une chose intéressante dans ce chapitre. Le gouvernement espère trouver tes alliés. On sait que Dragon était initialement un marine, tandis que Clover avait été arrêté plus d'une dizaine de fois par le gouvernement. Il serait alors intéressant de découvrir que ces deux dits se seraient affrontés avant de devenir amis, s'apercevant tous deux qu'ils avaient le point commun de vouloir sauver le monde de la tyrannie, ce qui aurait fait naître l'armée de la liberté. D'autant que le Jolly Roger de ce mouvement semble symboliser une épée faisant lien avec le nom de famille de Clover. Ce qui nous amène au rôle qu'aurait eu notre archéologue envers Luffy. Clover a arpenté les mers en quête de vérité pendant plus de 50 ans, accumulant un savoir qui est aujourd'hui partagé par Vegapunk. Et s'il connaît le nom de Joy Boy de l'ancien royaume et des Dits, alors Clover devait également être au courant de l'existence de l'élu de la prophétie. Cet élu qui n'est autre que le fils de son ami Dragon. Seul bémol, Clover n'a pas pu connaître Luffy puisque ce dernier est mort 3 ans avant sa naissance. Il ne peut donc avoir qu'un lien indirect, soit parce qu'il a découvert qui était l'enfant de la prophétie, soit parce qu'il était relié d'une certaine façon à la mère de Luffy. Peut-être est-il l'instigateur de sa rencontre avec Dragon. Mais là encore, aucun indice probant peut appuyer cette idée. Ce qui nous amène alors à la seconde hypothèse, celle que l'as de trèfle soit un descendant de la famille Cléome. En effet, Clover est mort à l'âge de 84 ans. Il n'est pas impossible que durant sa traversée, il ait rencontré une femme et ait eu un enfant. Roger, par exemple, a eu Ace avec Rouge sans pour autant l'élever, tout comme Dragon avec Luffy. L'abandon parental est un sujet récurrent chez Oda. Yasopp et Usopp, Robin et Olvia, ou encore Franky jeté à la mer par ses parents. Peut-être Clover a renié son enfant pour lui éviter tout le désarroi que portait cette lettre dit. Tout comme il a renié ce nom après la mort de son frère, par crainte pour sa propre vie. Et c'est justement ce minime détail qui est intéressant, car Clover n'était pas le seul dit de cette famille, puisqu'il avait un frère. Son nom et son visage ont été gardés secrets. Il est donc possible qu'il ait un descendant qui vit encore aujourd'hui et qui ignore ses véritables origines. Ce qui impliquerait qu'un autre membre de la famille Cléome pourrait apparaître ou est déjà apparu sans que nous le sachions. Il pourrait s'agir de n'importe qui au vu que de nombreux personnages sont orphelins. D'autant qu'il est très difficile de déterminer son identité puisque nous ne savons rien du frère de Clover. Le seul véritable personnage à posséder un trèfle se trouvait Den, le frère de Tom, un homme poisson. Ont-ils un lien? Je ne pense pas. Mais tout est tout de même possible, d'autant que Den expliquait que les hommes poissons pouvaient donner naissance à des humains, tandis que l'histoire de Clover et son frère ressemble beaucoup à celle de Tom et Den. Chacun d'eux a perdu un frère et chacun d'eux a marqué l'histoire. Tom a construit l'Oro Jackson et le train des mers, tandis que Clover a bâti un royaume de savoir sur Ohara. Et pour cela, ils ont été tous deux éliminés par le gouvernement. Je serais donc pas surpris si Oda venait à créer un lien familial entre ces personnages. De la même manière qu'avec Zoro et Kuina, qui au départ étaient amis et qui aujourd'hui se révèlent être cousins. En bref, pour résumer, bien que le dit trêve soit confirmé avec ce chapitre, je suis toujours dans la capacité de dire avec certitude que Clover est le bon as de ce jeu. Mais on peut cependant davantage affirmer que cet as de trèfle appartiendrait à la famille Cléome. Cependant, la confirmation qu'il y ait bien un dit trèfle nous donne un indice supplémentaire sur l'existence d'une 4e arme antique. En effet, ce jeu de cartes d'Oda ne se compose pas seulement d'as, mais aussi de rois et de reines incarnés par les armes antiques. Cette idée m'est tout simplement venue grâce à la seule arme antique révélée jusque-là, Poséidon. La princesse Shirahoshi possède le pouvoir de contrôler les rois des mers. On a donc bien ici une reine et un roi. La question qui se pose maintenant est de déterminer quelle place occupe Poséidon dans ce jeu. Quand on observe le tableau, on remarque que parmi les 3 dits, chacun d'eux pouvait s'associer à l'un des 4 éléments. Ace possède le pouvoir du feu grâce au Mera Mera no Mi. Dragon semble maîtriser le pouvoir de l'air, comme on l'a vu lors de son apparition à Locktown. Enfin, Trafalgar est lié à l'eau, comme en témoigne son nom de famille, Water. Ne reste donc plus que l'élément terre que nous pouvons associer à l'as de trèfle. Pour les différencier plus facilement, je leur ai chacun donné une couleur. Le rouge pour le feu, le blanc pour l'air, le bleu pour l'eau et enfin le vert pour la terre.
En prenant connaissance de ces 4 éléments, on peut donc plus facilement associer les reines et rois dans ce jeu. Poséidon est le dieu des océans. De ce fait, cette arme antique s'associe naturellement à la carte du cœur et à son as Trafalgar dit Waterloo. Non seulement cet élément est présent dans son nom de famille, mais son fruit du démon lui confère le pouvoir de donner la jeunesse éternelle. Ce don mythique que possèdent les sirènes dans les légendes et dont Shirahoshi est issu. Vient alors Pluton, le dieu des enfers et du monde des morts. Généralement, les enfers sont liés à l'élément du feu. Dans la Bible, l'enfer est décrit comme un lieu caractérisé par des flammes et un feu intense. Sans compter que cette arme antique sommeille dans les entrailles du volcan de Wano Kuni. Il était donc naturel d'associer Pluton à la carte du pic et à Ace. Cet ancien utilisateur du fruit du feu est intimement lié aux enfers à travers son père Goldie Roger, dont le nom se traduit par diable, ou encore par le fait qu'il fut enfermé dans les profondeurs d'Impel Down, cette forteresse comparable à la Divine Comédie de Dante, lieu métaphorique des enfers. Enfin, Uranus est le dieu du ciel et s'associe naturellement à l'élément de l'air et à son as, Monkey D. Dragon. À présent que nous avons pu déterminer les armes antiques associées aux as, il faut à présent comprendre qui pourraient être les reines et rois qui compléteront ce jeu. Pour Poséidon, c'est très simple puisqu'elle nous a été révélée comme étant la maîtresse des rois des mers. Mais concernant les autres armes, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on ne sait rien d'elle. C'est pourquoi il est crucial de se baser sur le seul indice dont nous disposons. Poséidon est une sirène, soit une créature légendaire. Oda lui a d'ailleurs donné des attributs qui respectent parfaitement la thématique océanique. Elle est une sirène vivant au fond des océans et régnant sur les rois des mers sous les traits de poissons. Il faudra donc que les reines et rois pour Pluton et Uranus respectent ces mêmes critères concernant leurs dieux. Débutons alors par Pluton. Sa thématique est infernale. Si nous devons imaginer une créature associée à ce lieu, il n'y a rien qui peut être plus adapté que le démon. Ce qui m'a conduite au personnage de Yamato. Je vais pas rentrer dans les détails car comme je l'ai dit, il s'agit d'un récapitulatif. Donc si vous voulez plus de précision, je vous laisserai checker les précédentes vidéos. Cet enfant est surnommée la princesse démon et porte le nom d'un légendaire navire japonais. Elle réside à Wano Kuni, considérée comme une terre des enfers, où repose le gigantesque vaisseau de guerre Pluton. Et enfin, elle possède un lien étroit avec Ace. Je pense donc qu'il n'y a pas meilleur personnage que Yamato pour être la reine Pluton. Quant au roi de pique, étant donné que les rois des mers sont des créatures aquatiques qui suivent la thématique océanique de Poséidon, il était logique de choisir pour Pluton une créature associée au monde souterrain. C'est pourquoi j'avais proposé le serpent rouge sang. Ce reptile est généralement associé aux enfers selon de nombreux mythes et religions. Ce qui nous conduit à Uranus. Naturellement, si le démon est l'incarnation parfaite pour Pluton, il serait logique d'associer Uranus à une entité céleste ou angélique pour représenter la reine des cieux. Et les anges sont nombreux dans One Piece, puisqu'il existe pas moins de 4 races célestes, Chandia, Skypéen, Bilkan et la dernière en date, les Lunarians. Il est donc plausible que cette reine des cieux soit parmi elles. Mais le point commun entre toutes ces races est que leurs ancêtres sont liés directement à l'astre lunaire. C'est pourquoi je pense qu'Uranus s'incarnerait sous les traits de la princesse de la lune, un personnage mentionné uniquement à travers la chanson préférée d'Oden qu'Iori aimait lui jouer. Mais alors s'agit-il simplement d'une légende ou ce personnage existe-t-il réellement? Il se peut tout à fait que nous ne l'ayons pas encore vu, mais comme il s'agit là d'une théorie, on va tenter d'imaginer que cette princesse a déjà été introduite et pourrait être un personnage que nous connaissons. Si je devais choisir un personnage existant, je pencherais naturellement pour Nami. Elle possède un talent prodigieux pour contrôler la météo et est souvent perçue comme une déesse ou une sorcière capable de manipuler le temps. Mais ce qui m'a surtout intriguée, c'est son passé mystérieux. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a été recueillie par Belle-Mère sur une île appelée Oikot. Or, nous avons appris récemment la volonté d'Oda de vouloir développer son passé à travers le film Strong World. Ainsi, à l'origine, ce film devait s'appeler Crystal Voyage. Il est expliqué que la mission des Mugiwara était de trouver 4 cristaux qui, une fois réunis, auraient la capacité de créer une arme surpuissante pouvant contrôler le climat. Mais pour ce faire, les cristaux devaient être réunis sur Weatheria, ce lieu où Nami fut envoyée par Kuma durant l'ellipse. En somme, le lien entre le passé de Nami et ce pouvoir comparable à une arme antique est d'autant plus probant pour faire d'elle la reine Uranus. De plus, ce lien avec le cristal pourrait se renforcer par une révélation récente d'Oda. Dans ses premiers travaux intitulés Forward, on découvre que le nom initial de Nami était Rizeru.
or en japonais, le préfixe ri peut se traduire par cristal ou pierre précieuse. Les pierres précieuses les plus connues sont l'émeraude, le rubis, le saphir, mais surtout le diamant. Et cette dernière pierre s'associe justement à la carte du carreau qui symbolise Uranus, puisqu'en japonais, le carreau se dit diamant tout comme la pierre précieuse. C'est pourquoi dans mes premières théories sur Uranus, je vous expliquais que si cet arme antique était un objet à l'image de Pluton, il pourrait s'agir du Vajra, aussi connu sous le nom de diamant foudre et désigné comme la puissante arme antique des dieux dans les écrits hindous. De ce fait, s'il existe une princesse de la lune et qu'elle nous est déjà apparue, alors il pourrait bien s'agir de Nanu. Plus qu'une navigatrice, elle a également été celle choisie par Ener, le dieu de la foudre, pour se rendre sur la lune et a étudié le climat grâce aux enseignements d'Aredas, un Bilkan. Nami semble donc bel et bien liée d'une façon ou d'une autre aux cieux et hypothétiquement à Uranus. Concernant à présent la carte du roi de carreau, tout comme Poséidon, le dieu des océans, contrôle les rois des mers, Uranus, le dieu du ciel, pourrait contrôler une créature céleste. C'est pourquoi j'avais opté soit pour le roi dragon, soit pour l'oiseau roc. Ce qui nous amène à la toute dernière et potentielle quatrième arme antique, celle liée à l'élément de la terre. S'il y a près de 6 ans, cette théorie semblait improbable, aujourd'hui, elle paraît plus envisageable. À présent que le dit trèfle est confirmé et que les 3 autres dits s'associent chacun à un élément et à une arme antique, il serait étrange qu'Oda n'ait pas créé une arme pour représenter l'élément de la terre et l'as de trèfle. C'est pourquoi à l'époque j'avais envisagé qu'il existe une arme futuriste et non antique créée par Vegapunk. Elle pouvait ainsi prendre le nom soit de Saturne, si Oda s'inspirait de noms de planètes pour les armes antiques, soit le nom de Gaïa ou Tellus, si ces armes étaient nommées d'après des dieux de la mythologie gréco-romaine. Aujourd'hui, nous avons justement découvert un pouvoir qui n'existait pas durant le siècle oublié, capable d'alimenter une arme antique. Mother Flame, l'énergie du futur créée par Vegapunk. Mother est d'ailleurs un nom parfait pour s'associer à une arme terrestre, puisque Gaïa est nommée la déesse mère. Sans compter que l'arc d'Egghead a introduit une nouvelle race, celle des boucaniers, proche des géants. Ces mêmes géants inspirés de la mythologie nordique et qui se relient grandement à celle de Clover, dont le nom est tiré de la mythologie celtique. Ainsi, la candidate idéale pour être la reine de cette arme antique pourrait être une boucanier disparue, une géante ou en dernière hypothèse, une membre de la tribu aux 3 yeux symbolisant la Trinité avec le trèfle. Mais une question demeure, qui pourrait-elle être? À l'origine, j'avais envisagé Im ou Big Mom, mais aujourd'hui, on pourrait ajouter Bonnie à cette liste. Son pouvoir lui permet d'imaginer un futur alternatif dans lequel il se pourrait tout à fait qu'elle s'imagine être une arme futuriste. D'autant que c'est bien à cet enfant que Vegapunk a confié les clés du contrôle des pacifistas et de Kuma, sans compter le séraphin Esbir qui possède l'ADN de son père. Donc pour le moment, il m'est impossible de désigner avec certitude cette reine de trèfle puisque tout est possible. L'arc d'Egghead est proche de sa fin et nous pourrions prochainement atteindre les terres d'Elbaf pour y trouver cette fameuse souveraine. Je vous encourage donc tous à partager vos meilleures théories et à proposer qui, selon vous, pourrait être cette reine de trèfle. Explosez les commentaires et j'épinglerai celui qui aura le plus de likes. On va donc se quitter là-dessus. Le tableau des cartes n'est bien évidemment pas terminé car bien que les as, reines et rois ont été trouvés, il reste tout de même une dernière carte dans ce jeu, la plus cruciale de toutes, celle du Joker. Ce sera donc le point culminant de cette théorie et je vous demande encore un peu de patience pour la découvrir. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like qui apporte un grand soutien à mon travail. Je vous remercie infiniment, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, mais surtout, le plus important, prenez bien soin de vous.